Nous sommes une espèce amnésique. C'est la conclusion troublante, incontournable, qui émerge lorsque vous examinez toutes les preuves ensemble. Pas comme des pièces isolées de curiosités archéologiques, pas comme des anomalies embarrassantes à rejeter, mais comme un tableau cohérent, fragmenté, certes, mais reconnaissable, d'une vérité que nous avons désespérément oubliée. Nous avons oublié Ziusudra, le dernier roi d'un monde antédiluvien dont le nom résonne à travers 13 000 ans de mémoire humaine comme un écho gelé dans le temps. Nous avons oublié les Anunnaki, ces êtres que les Sumériens décrivaient comme ceux qui du ciel vinrent sur terre, des enseignants, des créateurs, des ingénieurs qui ont façonné l'humanité selon un dessein spécifique. Nous avons oublié la liste royale. Ce document d'argile qui enregistre 241 200 ans de règnes antédiluviens, des durées impossibles, certes, mais cohérentes, méticulées, traitées par les Sumériens comme de l'histoire, pas comme du mythe. Nous avons oublié le déluge, l'événement cataclysmique, il y a 12 800 ans, l'impact du Younger Dryas, qui a vraiment détruit la civilisation, provoqué des extinctions massives et plongé la planète dans 1200 ans d'hiver brutal. Nous avons oublié Göbekli Tepe, un complexe mégalithique construit immédiatement après le cataclysme, avec une sophistication architecturale qui ne devrait pas exister chez des chasseurs-cueilleurs présumés primitifs. Nous avons oublié les survivants, les centaines de cultures à travers le monde qui racontent toute la même histoire, un déluge universel, quelques rescapés, la reconstruction de l'humanité à partir de zéro. Nous avons oublié la technologie perdue, les vases de pierre égyptiens avec une précision d'usinage moderne, les blocs de 800 tonnes de Baalbek, les pierres polygonales parfaitement ajustées de Sacsayhuaman, les surfaces d'andésite polies à la perfection de Pumapunku. Nous avons oublié le silence académique, la résistance féroce de l'establishment à même examiner ces anomalies, la suppression systématique des théories alternatives, le rejet brutal de toute preuve qui remet en question la chronologie établie. Nous avons oublié l'héritage génétique, les anomalies dans notre ADN, fusion chromosomique, expansion cérébrale rapide, mélange de populations ancestrales qui suggèrent que notre évolution n'était pas un processus simple et linéaire, mais quelque chose de plus complexe, peut-être même dirigé. Nous avons oublié les cartes impossibles, les cartes anciennes montrant l'Antarctique libre de glace, des continents engloutis, des détails géographiques qui ne devraient pas être connus sans technologie moderne et des siècles d'exploration maritime globale. Nous avons oublié les cycles cosmiques, la précession des équinoxes, la grande année de 25 920 ans, encodée dans les calendriers sumériens, les alignements pyramidaux égyptiens, les cycles mayas et les yugas védiques. Nous avons oublié la prophétie du retour, l'idée récurrente dans toutes les cultures anciennes que les dieux, les enseignants, sont partis, mais reviendront lorsque les cieux s'aligneront à nouveau selon une configuration spécifique. Nous avons tout oublié. Mais voici la question centrale. Pourquoi? Pourquoi avons-nous oublié? Comment une civilisation entière, avec ses villes, ses temples, ses connaissances, ses technologies, peut-elle être effacée si complètement que même sa mémoire devient mythologique? La réponse, comme nous l'avons exploré, est le cataclysme, le déluge, l'impact cosmique qui a détruit presque tout il y a 12 800 ans. Mais le cataclysme seul n'explique pas l'ampleur de notre amnésie, parce que même après des catastrophes massives, des guerres mondiales, des effondrements d'empires, des pandémies, les sociétés humaines préservent généralement des fragments de mémoire, des textes, des traditions orales, des structures survivantes. Alors, que s'est-il passé il y a 12 800 ans qui était si cataclysmique qu'il n'a laissé que des murmures? Peut-être que la destruction était plus complète que nous ne l'imaginons. Peut-être que la civilisation antédiluvienne était principalement côtière.
construites le long des littoraux, dans les vallées fluviales, précisément les zones qui ont été submergées lorsque les glaciers ont fondu et que le niveau de la mer a augmenté de 120 mètres. 90% de l'humanité moderne vit à moins de 100 km des côtes. Que se passerait-il si une civilisation antérieure suivait le même schéma? Alors presque toutes leurs villes, leurs ports, leurs temples, leurs bibliothèques seraient maintenant enterrées sous 100 mètres d'eau océanique. Invisibles, inaccessibles, oubliés. Et peut-être que les survivants, traumatisés, dispersés, réduits à de petites bandes nomades, ont perdu non seulement leur structure physique, mais aussi la connaissance pour les recréer, sans outils, sans livres, sans institutions, juste des mémoires orales, fragmentées, transmises de génération en génération, se dégradant lentement en mythes. Imaginez essayer d'expliquer un smartphone à quelqu'un qui n'a jamais vu d'électricité. Imaginez décrire l'Internet à une personne sans concept de réseau, de données, de communication numérique. Avec le temps, votre explication deviendrait métaphorique, allégorique, mythologique. Il y avait une boîte magique qui vous permettait de parler à quelqu'un de l'autre côté du monde. Il y avait des chariots qui bougeaient sans chevaux. Il y avait des oiseaux métalliques qui transportaient les gens à travers le ciel. Vos descendants penseraient que vous décriviez des dieux, pas de la technologie. Et c'est peut-être exactement ce qui s'est passé. Les Anunnaki avec leurs bateaux du ciel. Les Vimana védiques qui brillaient comme 1000 soleils. Les armes qui rugissaient des textes sumériens. Les chars de feu bibliques. Pas des métaphores poétiques, mais des descriptions pré-scientifiques de technologies réelles transmises par des survivants traumatisés qui ont vu ces choses avant le déluge, mais ne pouvaient pas les reproduire après. Alors, nous sommes une espèce amnésique. Graham Hancock a raison. Nous avons oublié d'où nous venons. Nous avons oublié ce que nous étions. Nous avons oublié ce que nous savions. Et cette amnésie n'est pas accidentelle. Elle est structurelle, maintenue par un establishment académique qui protège la chronologie établie comme un dogme religieux, renforcée par un système éducatif qui enseigne l'histoire comme une marche linéaire depuis les grottes jusqu'au gratte-ciel, perpétuée par une culture qui ridiculise toute question hérétique comme pseudo-science ou théorie conspirationniste. Mais l'amnésie se brise, lentement, douloureusement, inévitablement, parce que les preuves existent, les tablettes sumériennes existent, Göbekli Tepe existe, les vases de pierre précis existent, Baalbek existe, les cartes impossibles existent, les récits de déluge universel existent, le cataclysme du Younger Dryas est un fait géologique. Ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des preuves matérielles. Et elles refusent obstinément d'être ignorées. Chaque année, de nouvelles découvertes émergent, de nouveaux sites sont excavés, de nouvelles datations repoussent la chronologie plus loin dans le passé. De nouvelles technologies, radars à pénétration de sol, datation au carbone avancé, analyse génétique, révèlent des couches de complexité que nous ne soupçonnions pas. Et lentement, très lentement, le consensus académique commence à vaciller. Pas s'effondrer, pas encore, mais vaciller. Admettre à contre-cœur que peut-être, juste peut-être, l'histoire est plus ancienne, plus complexe, plus étrange que nous ne le pensions. Alors, que faisons-nous avec cette connaissance? Nous nous souvenons, nous questionnons, nous explorons, nous refusons d'accepter les réponses faciles et confortables. Nous exigeons que l'establishment académique examine les preuves avec curiosité scientifique plutôt qu'avec rejet défensif. Et surtout, nous reconnaissons que notre civilisation actuelle, avec toute son arrogance technologique, sa confiance que nous sommes l'apogée de l'évolution humaine, pourrait être dans la même position que les civilisations antédiluviennes, vulnérables,
fragile, à un impact cosmique, à un effondrement environnemental, à une guerre nucléaire de l'oubli. Parce que si cela s'est produit avant, cela peut se reproduire. Les cycles cosmiques continuent, les impacts cométaires se produisent, les civilisations montent et tombent. Et si nous, aujourd'hui, étions détruits, si un cataclysme effaçait nos villes, nos technologies, nos connaissances, que resterait-il de nous dans 13 000 ans? Quelques structures en béton érodées, quelques fragments de plastique, peut-être quelques serveurs de données enterrés dans des bunkers, et des mythes, des histoires racontées par les survivants traumatisés sur une civilisation qui possédait des boîtes magiques, des chariots sans chevaux et des oiseaux métalliques. Nos descendants penseraient que nous étions des dieux ou des mythes, exactement comme nous pensons maintenant des Anunnaki. Alors, la leçon n'est pas simplement de se souvenir du passé, c'est de reconnaître notre propre fragilité, notre propre amnésie potentielle, et de faire quelque chose à ce sujet, préserver la connaissance, encoder les informations critiques dans des formats durables, pierre, métal, structures monumentales, transmettre non seulement des faits, mais aussi des avertissements. Enseigner aux générations futures que la civilisation n'est pas garantie, qu'elle doit être protégée, nourrie, rappelée constamment, parce que ceux qui oublient l'histoire sont condamnés à la répéter. Et nous avons oublié, profondément, complètement, mais nous nous souvenons maintenant, lentement, douloureusement, fragment par fragment. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, si vous avez suivi ce voyage à travers Ziusudra, les Anunnaki, le déluge, Göbekli Tepe, les technologies perdues, la résistance académique, l'héritage génétique, les cartes impossibles et les cycles cosmiques, alors vous faites partie de ce souvenir. Vous refusez l'amnésie, vous questionnez, vous explorez, vous cherchez la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable, controversée, rejetée par l'establishment. Et c'est précisément pourquoi l'historien inexploré existe. Pour explorer les histoires qui ont été supprimées, enterrées, violemment effacées du récit officiel. Pour poser les questions hérétiques, pour examiner les preuves que l'Académie refuse de voir, parce que la vérité, quelle qu'elle soit, mérite d'être recherchée, même si elle bouleverse tout ce que nous pensions savoir, même si elle nous force à reconnaître que nous ne sommes pas la première civilisation avancée, que nous sommes les survivants amnésiques d'un monde perdu, que notre histoire est bien plus ancienne, plus étrange et plus profonde que ce qu'on nous a enseigné. Alors, restez avec nous, abonnez-vous, parce que ce voyage ne fait que commencer. Il y a tellement plus à explorer, tellement plus à se souvenir, tellement plus à découvrir sur qui nous sommes vraiment et d'où nous venons, parce que nous sommes une espèce amnésique, mais nous nous réveillons, et quand nous nous souviendrons enfin, complètement, profondément, tout changera. Bienvenue dans le souvenir, bienvenue dans l'éveil, bienvenue dans la véritable histoire de l'humanité, l'histoire du dernier roi Anunnaki, l'histoire du cataclysme qui a effacé 13 000 ans de mémoire, l'histoire de ce que nous avons oublié, et l'histoire de ce que nous sommes sur le point de redécouvrir. Asseyez-vous, respirez profondément. Maintenant, ouvrez votre esprit et laissez l'histoire académique que vous avez apprise s'évaporer. Elle n'est plus pertinente. Nous allons commencer notre quête dans le silence séculaire d'une salle de musée ou peut-être dans la poussière étouffante d'une fouille illégale. Laissez-moi vous transporter. Vous êtes sur les terres chaudes, entre le Tigre et l'Euphrate, le berceau de ce que nous appelons, avec une arrogance stupide, la civilisation. Mais ce que nous allons y trouver n'est pas le début, c'est le fantôme d'une fin. Ce que l'on vous a toujours dit est que l'écriture, la roue, l'agriculture, tout a été le fruit d'une lente, laborieuse et très humaine invention. C'est faux. L'histoire que je m'apprête à vous révéler est codée dans un seul artefact, un petit bloc d'argile
sans prétention, d'à peine une dizaine de centimètres de haut. On l'appelle le Weld-Blundell Prism. Et ce prisme, il ne raconte pas une histoire. Il hurle une anomalie. Regardez-le. Sur ses 4 faces, une écriture cunéiforme dense et serrée déroule un registre. Ce n'est pas de la poésie. Ce n'est pas de la mythologie. C'est la liste des rois sumériens. Un document qui se présente comme un décompte historique des dynasties qui ont régné sur cette terre avant et après le grand déluge. C'est l'équivalent antique de notre registre corporatif, notre chronologie officielle, notre seul récit accepté. Maintenant, lisons ce registre. L'Académie, les gardiens du dogme, vous diront qu'avant l'inondation, les 8 premiers rois de Sumer étaient des figures mythiques. Ils doivent le dire. Pourquoi ? Parce que la minute où vous acceptez ces écrits comme une documentation factuelle, l'histoire que l'on vous a vendue s'effondre comme un château de cartes soufflé par un vent cosmique. Écoutez ces chiffres, entendez l'écho de l'impossibilité. Le premier roi, Alulim, aurait régné pendant 28 800 ans. Son successeur, Alalgar, 36 000 ans. Le total stupéfiant du règne des 8 rois antédiluviens s'élève à 241 200 ans. Pensez-y, 241 200 ans. Ce n'est pas une simple hyperbole. C'est un abîme temporel qui défie toute compréhension humaine de la longévité. Un règne qui ferait passer l'histoire complète de l'Égypte pour un simple clignement d'yeux. Les historiens, dans leur panique à rationaliser l'irrationnel, appellent cela un style d'écriture symbolique, une façon primitive de signifier que ces rois ont régné très longtemps. C'est l'explication paresseuse. C'est la grande illusion qui nous est vendue. Je vous le demande, pourquoi des scribes, dont nous savons qu'ils étaient méticuleux, au point de compter chaque sac de grains et chaque jarre d'huile avec une précision obsessionnelle, soudainement, au moment de documenter leur propre roi, deviendraient-ils des poètes fantaisistes ? Ces mêmes scribes, qui passaient à des durées de règne parfaitement plausibles de 36 ans ou 23 ans après le déluge, auraient-ils délibérément menti sur la période cruciale qui a précédé ? La réponse est un non retentissant. Le Weld-Blundell Prism est le dossier de police que l'on refuse d'ouvrir. Il force la seule conclusion logique, mais absolument terrifiante, que les 8 entités qui ont régné sur Sumer avant l'inondation n'étaient pas humaines. Ils étaient d'une autre race, d'une autre planète. Leur biologie, leur métabolisme, leur essence, leur tému, leur permettaient une durée de vie qui nous semble astronomique. Pour eux, un règne de 36 000 ans était peut-être l'équivalent d'une courte retraite politique. Ils ne sont pas des mythes. Ils sont les Anunnaki. Le dogme académique, ce gardien craintif de l'histoire conventionnelle, se bat bec et ongles pour maintenir cette liste dans le royaume de la légende. Car si nous acceptons que ces êtres ont existé et ont régné sur Terre pendant plus de 240 000 ans, cela signifie que la civilisation n'a pas été inventée par nous. Elle nous a été donnée. Regardons les noms des villes où ces rois ont régné. Eridu, Bat-Tibira, Larak, Sipar. Ces villes ont été excavées. Elles sont réelles. Les rois qui ont succédé au déluge sont reconnus par tous les historiens comme des figures historiques légitimes. La liste ne fait aucune distinction stylistique entre la période mythique et la période historique. Elle la présente comme un seul et unique flux ininterrompu. C'est la différence entre un roman et un rapport technique. Le prisme est écrit comme un rapport technique. Le texte dit, sans ambiguïté, que la royauté est descendue du ciel à Eridu. Qu'est-ce que la royauté ? Est-ce un concept philosophique abstrait ? Non, c'est un système de gouvernance. C'est un paquet technologique qui comprenait l'irrigation, le système légal, l'écriture. Le Weld-Blundell Prism
est le premier acte. Il ne s'agit pas de savoir si l'histoire est vieille, mais à quel point elle est non humaine. L'Académie tente de borner notre passé, de le contenir dans une petite boîte sûre de 6000 ans. Ce prisme brise cette boîte. Alors, si ces êtres n'étaient pas des humains, mais des ingénieurs interstellaires avec des durées de vie quasi éternelles, pourquoi sont-ils venus sur une planète primitive et boueuse pour y régner pendant des éons? Quel était leur véritable objectif? Quel était le trésor si vital pour leur civilisation qu'ils ont traversé l'abîme cosmique pour le chercher ici? La réponse se trouve dans un autre texte, un autre fragment d'argile qui raconte non pas la royauté, mais l'urgence. L'urgence d'une guerre civile sur leur planète lointaine et le métal précieux sans lequel ils ne pouvaient survivre. Nous allons maintenant remonter à la source de cette quête intersidérale. Nous allons disséquer le projet Eden. Nous avons établi que les premiers souverains de la Terre n'étaient pas des hommes, mais des entités dont les règnes se mesuraient en millénaires, des rois venus d'ailleurs. Mais la question, la véritable énigme qui déchire le tissu de notre réalité, n'est pas qui ils étaient, mais pourquoi ils étaient là. Quelle force existentielle a poussé ces êtres de l'immortalité relative à entreprendre le voyage sidéral vers cette planète boueuse, humide et instable? L'histoire que l'on vous a contée est celle de la foi. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'une nécessité de survie pure et simple. C'est l'histoire d'un incident technique à l'échelle d'une planète et d'une solution logistique que la Terre seule pouvait fournir. Le foyer du drame, Nibiru. Nous devons commencer par leur foyer, leur planète d'origine, Nibiru. Dans les textes sumériens, il n'est pas question d'un paradis cosmique, mais d'une sphère lointaine, prisonnière d'une orbite elliptique et vaste, qui la rapproche du Soleil tous les 3600 ans. Le problème de Nibiru n'était pas moral, il était atmosphérique, une crise écologique que même leur technologie avancée n'arrivait pas à enrayer. Leur atmosphère, cette mince enveloppe de gaz qui permet la vie, était en train de s'échapper. L'air, leur bouclier contre le vide et les radiations, était en péril. Leur solution, une solution que vous et moi connaissons, mais à une échelle gigantesque, le blindage. Pour réparer l'atmosphère qui s'amenuisait, ils avaient besoin d'une fine suspension de particules métalliques, projetées en altitude, pour former une couche protectrice. Et le meilleur de ces métaux, le plus efficace pour la diffusion atmosphérique, l'élément sans lequel leur civilisation était condamnée à l'extinction lente et froide, était l'or. Le voyage, une mission d'urgence. Ce n'est donc pas par curiosité, ni par accident, que les Anunnaki sont arrivés sur Terre. C'était une mission d'extraction désespérée, une course contre le temps. Imaginez la scène. Il y a environ 445 000 ans, une flotte d'ingénieurs et de scientifiques, menée par le commandant suprême Anu et ses fils rivaux, Enlil et Enki, se pose sur le golfe Persique primitif. Leurs objectifs sont clairs, inscrits dans leur tablette comme une feuille de route corporative. Trouver l'or, l'extraire, le traiter et le renvoyer à Nibiru. La terre en était remplie, principalement sous forme de gisements profonds et difficiles, notamment dans le sud-est de l'Afrique. Enlil, le chef des opérations, le disciplinaire, ordonna le début du travail, la création de l'Abzu, le lieu des mines. Les premiers colons, les premiers Anunnaki, se sont mis à la tâche. Pendant des milliers d'années, ces êtres d'une longévité sidérale, ces dieux, ont creusé. Ils ont souffert, ils ont extrait, ils se sont lassés. La crise de main-d'œuvre, la rébellion des Igigi. Le tournant dramatique, le moment où l'histoire humaine est véritablement façonnée, arrive sous la forme d'une grève. Le gros du travail, l'extraction physique, le labeur sale et dangereux, était effectué par les Igigi. Ces Anunnaki de la classe inférieure, des ouvriers, des soldats, et leur patience, même avec des milliers d'années devant eux, a atteint sa limite. Lisez les textes, le mythe d'Atrahasis, la création de l'homme. Ils décrivent, non pas un murmure, mais un rugissement de mutinerie.
Les Igigi, fatigués de la souffrance et de l'effort physique, ont incendié leurs outils. Ils ont encerclé la résidence d'Enlil, criant vengeance contre le travail épuisant. C'était une rébellion de la force de travail, une crise de ressources humaines d'une ampleur cosmique. Anu, arrivant de Nibiru, constata l'urgence. Les Igigi ne travailleraient plus. L'or ne serait plus extrait. La civilisation de Nibiru était à nouveau en danger. La solution radicale, le besoin d'un Lulu. C'est là qu'intervient le génie de Enki, l'ingénieur, le scientifique en chef, le dieu des eaux et de la sagesse. Enki n'était pas un chef militaire, il était un solutionneur de problèmes. Face à cette mutinerie, Enki a proposé l'impensable. Il a déclaré que, plutôt que de contraindre les Igigi à reprendre la pioche, ils allaient en créer un travailleur primitif. Un être qui pourrait supporter le fardeau, qui serait résistant, obéissant, et dont l'existence même serait justifiée par le labeur. Ce projet, ce que nous appelons aujourd'hui l'humanité, n'était pas une œuvre d'amour. C'était la solution cynique à une dispute salariale intergalactique. L'humanité est née de la nécessité. Notre but originel n'était pas d'adorer, mais de travailler dans les mines d'or. Le nom de code de ce projet ? Le Lulu, l'homme primitif. Ils avaient le modèle, les hominidés qui erraient déjà sur Terre, la faune locale. Mais pour qu'il soit un outil efficace, pour qu'il puisse comprendre les ordres, pour qu'il ait la résistance nécessaire, il devait être amélioré, il devait être conçu. Notre prochain chapitre va plonger dans le laboratoire même de ces dieux. Nous allons suivre Enki et la déesse de la création, Ninma, alors qu'ils déchiffrent le code génétique et révèlent la formule terrifiante pour mélanger l'essence d'un dieu avec le matériau terrestre brut. Nous allons entrer dans la salle de bain génétique où notre race a été inventée. Ceci est le développement complet du chapitre 2. Le langage de la conspiration, nécessité, crise corporative, mutinerie, solution cynique, est prédominant. La trame de la survie de Nibiru et le rôle des Igigi préparent idéalement l'introduction d'Enki et Ninma dans le chapitre suivant. Si le chapitre 2 nous a donné le pourquoi, la mutinerie, la crise de l'or, le chapitre 3 nous révèle le comment. Nous ne parlons plus de Dieu, créant par un claquement de doigts éthéré. Nous parlons d'une science sale, précise et délibérée. Nous entrons dans la phase la plus sombre et la plus fascinante du projet Lulu, la conception génétique de l'humanité en tant que race d'esclaves. Imaginez les marais primitifs de l'Éden sumérien, loin des regards d'Enlil, le chef qui n'était pas un partisan de cette nouvelle race. C'est ici, dans l'ombre et l'humidité, qu'Enki, le maître scientifique, le dieu dont la sagesse dépassait l'entendement de ses pairs, a établi son laboratoire. À ses côtés, l'extraordinaire déesse Ninma, également appelée Ninti, la dame de la vie, celle qui détenait les clés des matrices et de la biologie. L'exigence technique, le matériel brut et le code divin. La tâche était immense. Il ne suffisait pas de cloner l'Anunnaki. Le nouveau travailleur devait être plus rustique, plus obéissant. Et surtout, il devait être adapté aux conditions terrestres, avec une durée de vie courte et gérable, pour qu'il n'ait pas le temps de développer la rébellion ou l'ambition. Enki avait besoin de deux composants essentiels, le matériau terrestre brut et l'essence divine. Le matériau terrestre, c'était l'hominidé déjà présent sur Terre, l'Homo erectus. Ce n'était pas le produit fini, mais c'était la charpente biologique parfaite. Un bipède robuste, habitué au climat et capable de manipuler des outils. Mais ce squelette biologique manquait de l'étincelle cruciale, le tému. Ce mot sumérien, souvent traduit de manière insatisfaisante par esprit ou personnalité, est, selon une lecture technique, le paquet de données sophistiquées qui définit la conscience, l'intelligence et la capacité à recevoir et exécuter des ordres complexes. En d'autres termes, le code génétique avancé des Anunnaki, l'acte impie, le sacrifice de Geshtu-e. Le point central, le sacrifice originel de notre mythe, n'est pas celui d'un agneau ou d'un fruit,
Il est celui d'un dieu. Pour infuser l'humanité avec ce Tému, il fallait un donneur. Un dieu, Geshtu-e, fut sacrifié. Lisez la tablette. Ils égorgèrent le dieu Lamga, Geshtu-e, qui avait de la personnalité du Tému dans son sang. Son sang et sa chair, ils les mélangèrent avec l'argile. Arrêtez-vous un instant sur l'horreur clinique de cette phrase. Ce n'est pas de la poésie, c'est un protocole opératoire. Ils ont mélangé le sang et la chair, les cellules souches et l'ADN d'un dieu intelligent avec de l'argile, le matériau biologique terrestre. Le sang d'un dieu était le vecteur de l'immortalité génétique et de l'intelligence supérieure. Mais dans cette mixture, il a été dilué, corrompu, juste assez pour créer un être de moindre longévité, mais suffisamment intelligent pour comprendre la tâche qui lui était assignée. L'extraction de l'or, les expérimentations, la période des erreurs. L'Académie aime à peindre la création comme un événement unique et parfait. Les textes sumériens, dans leur franchise brutale, décrivent une série d'échecs génétiques terrifiants. Enki et Ninma, dans ce qui ressemble à des expériences in vitro primitives, ont produit des aberrations, des êtres sans capacité de reproduction, des aveugles, des estropiés, des créatures qui ne pouvaient pas retenir leur fluide. Le texte d'Atrahasis se moque des défauts, montrant que ces dieux n'étaient pas omnipotents, mais des scientifiques tâtonnants, luttant avec un code génétique qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Ninma elle-même s'est exclamée, après l'un de ses échecs, « J'ai créé ceci, Enki, tu le lui imposes. » C'était un jeu de challenge génétique entre deux esprits brillants, la naissance du Lulu, le travailleur parfait. Finalement, après une série d'essais et d'erreurs, l'être parfait fut créé, l'Adam sumérien ou le Lulu. Le premier homme primitif a été littéralement façonné dans l'argile, mais le terme « argile » doit être interprété non pas comme de la boue, mais comme la matrice cellulaire terrestre. Les matrices des déesses, 14 d'entre elles, ont servi de couveuses, de substituts utérins pour le premier lot de travailleurs. L'objectif était atteint. Ils avaient dû créer un hybride, la force et la rusticité de l'hominidé terrestre, avec l'intelligence et la capacité de comprendre les ordres, le Tému dilué, de l'Anunnaki. L'humanité était née, non pas dans un jardin idyllique, mais dans un laboratoire de fortune. Notre but était écrit dans notre code génétique, être le bétail des dieux, le Sheshdama, le porteur de fardeau, l'héritage sombre et le prochain défi. Notre existence est donc le résultat direct d'une solution pragmatique à une grève des mineurs. Nous sommes l'outil, le robot biologique créé pour extraire le précieux métal sans lequel la civilisation de Nibiru s'effondrait. Mais la science d'Enki, aussi calculée fût-elle, n'était pas exempte d'effets secondaires. En donnant à l'humanité même une parcelle, une petite fraction de leur Tému, ils ont introduit un gène de l'ambition, un fantôme dans la machine qui ne pouvait pas être facilement supprimé. Quel était ce cadeau de la connaissance? Comment ces dieux scientifiques ont-ils veillé à ce que le Lulu sache utiliser les outils et les systèmes de ses maîtres? Notre prochaine étape nous mènera vers les 7 sages, les Apkallu, ceux qui sont venus après la création pour nous donner les manuels d'utilisateurs de la civilisation. Ceci est le développement complet du chapitre 3. Nous avons utilisé le langage technique de l'ADN, Tému, argile, matrice, cellules souches, pour donner corps à la théorie conspirationniste. La dramatisation du sacrifice de Geshtu-e et la série d'échecs génétiques augmentent l'intensité. L'humanité était née dans un laboratoire, mais un outil sans mode d'emploi est inutile. Les Anunnaki, dans leur planification méthodique digne d'une supercorporation, n'allaient pas laisser leur nouveau projet de travailleurs tâtonner dans l'obscurité. Ils avaient besoin de l'or, et ils le voulaient vite. C'est là que l'histoire prend un tournant encore plus mystérieux et profondément troublant. Une vérité que l'archéologie orthodoxe tente de noyer dans les eaux du mythe. Après la création du Lulu, une autre vague d'entités est arrivée.
non pas pour régner directement, mais pour éduquer. Ce sont les 7 sages, les Apkallu, l'anomalie des Apkallu, les instructeurs. Dans les textes et les représentations mésopotamiennes, ces Apkallu sont dépeints comme des êtres étranges, des sages mi-hommes, mi-poissons ou mi-oiseaux, sortant des eaux du golfe Persique, les eaux d'Enki. Le plus célèbre d'entre eux, Ouans ou Ouana ou Adapa, est décrit comme ayant vécu avec les premiers humains, leur enseignant tout ce qui était nécessaire à l'établissement de la civilisation. L'art d'écrire, les mathématiques complexes, l'agriculture sophistiquée, la loi, l'astronomie et même la construction de leurs premiers centres urbains. Je vous le demande, est-ce le comportement d'un peuple qui découvre lentement et par hasard, ou est-ce le geste d'un instructeur technologique qui livre un kit de démarrage complet? L'histoire orthodoxe nous dit que l'homme a lentement évolué, du chasseur-cueilleur au bâtisseur de cités. Les textes sumériens, cependant, décrivent une transmission instantanée de la connaissance. Une incursion d'êtres supérieurs qui ont implanté la civilisation dans la conscience humaine, comme on télécharge un logiciel dans une machine vierge. L'héritage codifié, mathématiques et astronomie avancée. Ce que les Apkallu ont transmis n'était pas un simple ensemble de techniques de survie. C'était un code céleste. Ils ont donné à Sumer le système mathématique sexagésimal, la base 60. Un système qui nous semble étrange aujourd'hui, nous qui sommes obsédés par la base 10. Mais ce système est la clé de voûte de notre compréhension des cycles astronomiques. Pourquoi la base 60 ? Parce qu'elle est parfaitement divisible par 12, par 10, par 6, par 5, par 4, par 3, par 2. C'est un système idéal pour diviser le cercle en 360 degrés, pour diviser l'heure en 60 minutes et la minute en 60 secondes. Ce n'est pas un système inventé par des bergers regardant les moutons. C'est un système conçu par des navigateurs cosmiques dont la vie dépendait de la compréhension des angles et des cycles du ciel. Les Apkallu ont donné à l'humanité la capacité de suivre la précession des équinoxes, ce cycle massif de 25 920 ans. Comment des hommes de l'âge de la pierre auraient-ils pu observer, comprendre et codifier un cycle qui prend des centaines de générations à se compléter, à moins que la connaissance n'ait été directement implantée? C'est la preuve d'une ingérence cosmique dans nos manuels de géométrie. Le but ultime, l'outil de précision. La fonction des 7 sages était de s'assurer que le Lulu soit un extracteur d'or efficace, capable d'utiliser les outils et les cartes des Anunnaki. Ils ont enseigné l'astronomie non pas pour la contemplation, mais pour la synchronisation et la navigation sur une planète nouvellement cartographiée. Ils ont enseigné les mathématiques complexes pour que les humains puissent calculer les rendements et les charges. L'humanité n'a pas hérité d'une culture. Nous avons hérité d'une fiche de poste détaillée. Les Apkallu étaient les instructeurs du centre de formation. Ils ont passé des années à perfectionner leur création, jusqu'à ce que la première civilisation, la civilisation de Sumer, soit une plateforme de lancement d'extraction d'or parfaitement huilée, la prochaine fissure, l'incontrôlable. Le plan semblait parfait. Les Anunnaki avaient des ouvriers. L'or coulait vers Nibiru, mais dans tout projet génétique, il y a toujours des effets secondaires imprévus. L'intelligence, même diluée, est un virus difficile à contrôler. L'humanité, ayant reçu une parcelle du tému divin, a commencé à faire ce que font tous les êtres intelligents, regarder au-delà de sa cage. La tension a explosé lorsque les Igigi, les Anunnaki de la classe ouvrière, qui avaient refusé de travailler, ont commencé à regarder avec envie et désir la nouvelle création, les filles des hommes. Ce chapitre s'est concentré sur la transmission de la connaissance. Le prochain, le chapitre 5, va s'ouvrir sur l'union interdite, le sang mêlé qui a déclenché le courroux le plus sombre des Anunnaki et a mené à la nécessité d'une purge totale. Nous allons parler des Néphilim
et de la raison pour laquelle nos créateurs ont paniqué devant le mélange des races. Ceci est le développement complet du chapitre 4. Le langage de la technologie, kit de démarrage, instructeur, code céleste, navigation cosmique, est utilisé pour interpréter les mythes sumériens des 7 sages. L'accroche vers le prochain chapitre est construite sur l'idée de l'effet secondaire incontrôlable du Temu. A Plan Donkey était à la fois génial et fatalement arrogant. Il avait créé un travailleur, l'homme primitif, le Lulu. Mais dans cette conception, il avait introduit, même dilué, l'étincelle de sa propre essence, le Temu. Cette étincelle n'était pas suffisante pour conférer l'immortalité, mais elle était amplement suffisante pour la passion, la curiosité et la beauté que les textes reconnaissent rapidement chez les femmes humaines. Le laboratoire était un succès, mais la clôture était fragile. La pureté génétique, l'ordre strict imposé par les Anunnaki, était sur le point d'être violemment brisé. Nous sortons de Sumer pour nous tourner vers d'autres textes antiques, d'autres archives que l'Académie met au rebut comme des apocryphes, le livre d'Enoch. Ces textes, universellement partagés par diverses cultures, racontent l'histoire de la chute des veilleurs. L'union interdite, les Igigi regardent en bas. Rappelez-vous les Igigi du chapitre 2, les Anunnaki de la classe ouvrière qui s'étaient rebellés contre le travail dans les mines. Ils vivaient sur des plateformes de lancement ou des avant-postes en haute altitude, surveillant les opérations. Les textes disent qu'ils regardèrent les filles des hommes. Imaginez la scène. En bas, le Lulu travaillait, mais le fruit de l'expérience, les femmes humaines, était d'une beauté hypnotique. Les Igigi, ces êtres au sang plus pur que le Lulu, mais inférieurs aux seigneurs comme Enlil, ont été submergés par le désir. Une conspiration s'est formée, un pacte secret scellé par serment sur le mont Hermon. Les chefs de ces veilleurs, 200 d'entre eux, ont décidé de descendre et de prendre pour eux les femmes humaines. C'est l'union interdite, la pollution génétique qui a fait paniquer le conseil d'Enlil. La race hybride, la montée des Néphilim. Le résultat de cette cohabitation n'était pas un simple métissage. C'était la naissance des Néphilim, un mot qui signifie littéralement « ceux qui sont tombés » ou « ceux qui font tomber les autres ». Les Néphilim étaient des géants, des êtres d'une force et d'une taille colossale, des héros de l'Antiquité, des hommes de renom selon la Genèse, ou des Guimils chez les Sumériens. Pourquoi cette panique chez les dieux? Ce n'était pas une question de moralité, c'était une crise de contrôle génétique. Le Lulu était conçu avec un Temu dilué et une courte durée de vie. Le sang des Igigi, beaucoup plus pur que celui de Geshtueu, mélangé à celui des humains, créait des êtres trop puissants, trop intelligents et trop ambitieux. Les Néphilim étaient des demi-dieux. Ils menaçaient l'ordre établi. Ils contestaient l'autorité des Anunnaki. Ils étaient la preuve que si la lignée était laissée sans surveillance, les humains finiraient par atteindre le niveau de leur créateur, et la race ouvrière deviendrait une force rebelle contre ses maîtres. L'accusation et la transmission de connaissances interdites. Pire encore, ces veilleurs, pour gagner les faveurs des femmes, ont commis le crime ultime contre le projet d'Enlil et Enlil. Ils ont révélé les secrets de leur technologie supérieure. Les veilleurs enseignèrent aux humains la métallurgie, l'art de fabriquer des armes et des outils sans la supervision Anunnaki, la cosmétique, l'astrologie, un ensemble de connaissances qui leur permettait de s'élever au-delà de leur rôle de simples porteurs de fardeaux. Imaginez la fureur. Les humains, ce projet de travail, étaient désormais armés, conscients de leur environnement cosmique et dirigés par des géants hybrides qui avaient brisé le protocole génétique. La décision terrifiante, la purge nécessaire. Le conseil des Anunnaki, mené par Enlil, le gardien de l'ordre, celui qui n'avait jamais voulu de la création humaine en premier lieu, a vu l'écriture sur les murs. Le projet était corrompu.
La terre était remplie de violence et d'êtres qui n'auraient jamais dû exister. Il n'y avait qu'une seule solution logistique, une seule manière de réinitialiser le système et de garantir que le Lulu revienne à son état de simple travailleur obéissant. Une solution d'une brutalité terrifiante, le nettoyage total de la surface de la planète. Enlil a prononcé l'arrêt de mort. L'instrument de cette purge n'allait pas être le feu, mais l'eau, le déluge. Dans le prochain chapitre, nous allons examiner cet événement cataclysmique non pas comme une punition morale, mais comme une solution militaire planifiée. Nous allons révéler pourquoi un seul humain, Ziusudra, le Noé sumérien, a été épargné, et comment Enki lui-même a trahi son frère Enlil pour sauver une petite partie de son expérience chérie. Le verdict était tombé. Rendu par le Grand Conseil des Anunnaki, présidé par Enlil, le dieu de l'ordre, du vent et de la tempête. La création, le projet Lulu, était irrémédiablement compromise. Les humains étaient trop nombreux, trop bruyants, et pire que tout, leur sang était désormais contaminé par les lignées des Néphilim et les connaissances interdites des veilleurs. L'humanité avait échoué à rester un simple outil obéissant. Elle était devenue une menace génétique pour l'ordre cosmique. Enlil, qui n'avait jamais été favorable à l'humanité, a vu là l'occasion non pas d'une punition, mais d'une purge totale. Il fallait un nettoyage systémique, une suppression massive du code corrompu, afin de recommencer l'expérience sous des conditions de contrôle plus strictes. L'instrument du jugement, le changement climatique cosmique. L'inondation n'était pas un simple orage, ce n'était pas un miracle spontané, c'était un événement géologique et astronomique planifié et accéléré, un désastre cosmique anticipé. Les textes suggèrent que la catastrophe a été précipitée par l'approche de Nibiru elle-même. Son passage massif dans l'espace proche de la Terre aurait provoqué une onde de choc gravitationnel sur les calottes glaciaires de l'Antarctique. Imaginez l'énorme masse de glace basculant, projetant dans l'océan d'énormes quantités d'eau et provoquant un déplacement de la croûte terrestre. Le mandat d'Enlil était clair, ne prévenir personne, laisser la catastrophe se dérouler, laisser la mer recouvrir la terre pour effacer les preuves du désordre génétique. C'était un plan militaire pour effacer une expérience ratée. Un silence absolu fut décrété. La trahison héroïque, Enki désobéit. Mais dans l'ombre, le créateur original, l'ingénieur en chef, Enki, n'allait pas accepter que son œuvre soit totalement anéantie. Même si le projet était imparfait, il restait son expérience préférée. Enki avait juré de ne rien dire à l'humanité, mais l'ingénieur a trouvé une échappatoire juridique, un défaut dans le protocole d'Enlil. Il n'a pas parlé à l'humain. Il a parlé au mur de la hutte de roseaux de Ziusudra, appelé Utnapishtim dans d'autres versions, ou Noé dans la Bible, l'équivalent sumérien de l'humain choisi. Écoutez la ruse de ce dieu savant. Mur, écoute ce message que je te délivre, et fais en sorte que Ziusudra, le fils d'homme, l'entende. Quel était le message? Le plan exact pour construire un navire sous-marin, non pas une simple arche en bois, mais un cube étanche pour défier les vagues, afin d'y placer la graine de toutes les créatures vivantes et surtout le patrimoine génétique pur qui devait être sauvé. C'est la preuve d'une guerre fratricide dans le ciel. Enki a sauvé l'humanité par un acte de désobéissance technique. Il a choisi l'existence de son expérience contre l'ordre strict de son frère, Enlil. Le chaos, quand les barrages se brisèrent. Le jour fatidique, les Anunnaki, horrifiés, ont vu la puissance des forces qu'ils avaient déclenchées. Les barrages du ciel se sont rompus. Les dieux eux-mêmes se sont enfuis vers leurs navettes et leurs plateformes de lancement en altitude. Les textes décrivent les Anunnaki en train de se blottir comme des chiens et hurlant de désespoir devant la violence du déluge. Ce n'était pas la fin majestueuse qu'Enlil avait envisagée, c'était le chaos. En l'espace de 7 jours et 7 nuits, la terre fut balayée. Les Néphilim, les géants
et les humains corrompus furent effacés, leur code génétique dissous dans l'eau salée et la boue. La phase post-diluvienne, la reconstruction et le nouvel ordre. Lorsque le navire de Ziusudra a finalement échoué, sur le sommet d'une montagne, une zone nouvellement émergée, l'humanité avait été ramenée à une poignée de survivants. Les Anunnaki sont descendus, affamés, en colère et choqués. Enlil était furieux de la trahison d'Enki, mais l'or n'était plus en train d'être extrait. La survie de Nibiru dépendait de ces quelques humains sauvés. À contre-cœur, un nouveau pacte fut conclu. Les Anunnaki permirent à l'humanité de survivre, mais avec une condition, l'ordre génétique strict serait rétabli. L'humanité serait à nouveau sous contrôle, et la durée de vie, déjà écourtée après la création, serait drastiquement réduite pour éviter de nouvelles rébellions. La civilisation post-déluvienne, celle que l'Académie commence à peine à reconnaître, a été construite sur les ruines d'une super-civilisation génétiquement modifiée. Mais comment les Anunnaki ont-ils réussi à nous rebâtir si vite? Qu'est-ce qui restait de leur signature technologique? Dans le prochain chapitre, nous irons au-delà des mythes pour trouver les preuves physiques de leur génie. Les structures mégalithiques qui défient encore aujourd'hui toute possibilité logistique de l'âge de pierre. Nous allons disséquer Baalbek et la Grande Pyramide comme des cartes de visite d'une ingénierie non humaine. Après le déluge, après le nettoyage génétique, les Anunnaki ont dû reconstruire. Et dans leur reconstruction, ils ont laissé des cartes de visite que l'humanité, dans son amnésie collective et sa peur dogmatique, refuse toujours de lire correctement. Nous allons quitter les textes d'argile pour poser nos mains sur la pierre. Nous allons inspecter les impossibilités logistiques et physiques que même notre technologie moderne, avec ses grues et ses lasers, peine à reproduire. Ces structures ne sont pas les œuvres d'esclaves tirant des cordes. Ce sont les signatures d'une ingénierie avancée. Le cas de Baalbek, le poids qui crie au mensonge. Notre première destination est le Liban, à Baalbek. L'Académie tente de nous faire croire que ces fondations massives sont l'œuvre des Romains. C'est un mensonge audacieux, une dissimulation historique flagrante. Regardez la fondation. Les Romains n'ont fait qu'ériger leur temple sur une plateforme mégalithique préexistante, une construction si ancienne qu'elle a été nommée le Triliton. Le Triliton est composé de 3 blocs de calcaire stupéfiants. Le plus petit de ces blocs pèse environ 800 tonnes. Le plus grand, encore à moitié enterré dans la carrière voisine, le Hajar al-Hibla, pèse plus de 1200 tonnes. Je vous le demande, sans les grues, sans les chemins de fer, sans les moteurs à combustion, comment une civilisation de l'âge du cuivre, ou même les Romains qui ne possédaient pas la grue à vapeur, a-t-elle pu déplacer et lever des pierres d'une telle masse? Ces blocs équivalent au poids de 3 Boeing 747 pleins. L'explication orthodoxe se tait. Elle murmure des techniques ingénieuses. Nous crions la vérité. Ces blocs ne sont pas des pierres. Ce sont des signatures de lévitation acoustique ou de machines anti-gravité. Ils sont la preuve d'un abîme technologique entre l'humanité et ceux qui ont bâti la fondation de Baalbek. C'est l'outil de levage des Anunnaki, la Grande Pyramide, le précision impossible. Ensuite, tournons-nous vers la structure la plus emblématique du monde, la Grande Pyramide de Gizeh. On nous raconte qu'elle est la tombe du pharaon Khéops. Mais où est le corps? Où sont les fresques funéraires? Elle est vide, une énigme architecturale sans le moindre indice historique d'une sépulture. La pyramide n'est pas un tombeau. C'est un composant technique. Analysons les anomalies, l'ajustement de la base. La base carrée est parfaitement nivelée, avec une précision qui défie les instruments modernes sur une zone de 5 hectares. Le nivellement est si parfait qu'il est impossible qu'il ait été réalisé avec un fil à plomb et de l'eau. L'alignement. La pyramide est alignée sur le nord vrai avec une précision d'un dixième de degré. Cet alignement est plus précis que la plupart des observatoires du XVIIe siècle. Le taux de construction. Le pharaon Khéops
aurait régné pendant 23 ans. La pyramide est composée d'environ 2,3 millions de blocs. Cela signifie que les ouvriers auraient dû extraire, tailler, transporter et placer un bloc toutes les 2 minutes et demie, 24 heures sur 24, jour après jour, pendant 2 décennies. C'est une impossibilité logistique et physique. La seule façon d'expliquer ce taux et cette précision est que ces blocs n'étaient pas traînés par la force musculaire. Ils étaient manufacturés sur place, par une technologie que nous n'avons pas encore redécouverte. La précision des conduits intérieurs, l'alignement sur des points astronomiques non spécifiques, ces détails ne sont pas l'œuvre de l'âge du bronze. Ce sont des coordonnées célestes et des marques fantômes d'outils avancés. La pyramide est un message codé, un vestige technologique laissé par les premiers ingénieurs Anunnaki pour servir de repère ou de source d'énergie. La vraie histoire de la technologie. Le refus de l'Académie de reconnaître ces preuves est le véritable crime contre la connaissance. Ils préfèrent inventer des techniques primitives complexes pour déplacer des blocs de 1000 tonnes plutôt que d'admettre la vérité terrifiante que nous ne sommes pas la première civilisation et que notre kit de démarrage technologique nous a été donné. Ces structures mégalithiques sont les ruines post-diluviennes des premiers établissements des Anunnaki. Elles sont la preuve que la liste des rois est littérale et que des êtres d'une puissance inimaginable ont foulé cette planète. Mais ces ingénieurs non humains n'ont pas seulement laissé des constructions massives, ils nous ont laissé un langage, un système de numération qui contient les clés de l'univers lui-même. Notre prochaine incursion nous mènera au cœur du savoir sumérien, le système sexagésimal. Nous allons décoder la preuve la plus profonde de leur origine cosmique, un système de numération qui a été conçu pour naviguer dans l'espace. Nous avons traversé le déluge. Nous avons touché les pierres impossibles de Baalbek et de Gizeh. Mais le vestige le plus puissant, le plus subtil et le plus difficile à effacer de la présence des Anunnaki n'est pas fait de pierre, il est fait de nombres. Les historiens admirent la complexité de l'écriture et des lois sumériennes, mais ils ferment les yeux sur leur système mathématique. Ce système, ce don des Apkallu, les 7 sages, dont nous avons parlé, n'était pas un choix aléatoire. C'était la preuve mathématique que nos créateurs étaient des navigateurs stellaires. Je parle du système sexagésimal, la numération en base 60, l'anomalie de la base 60, pourquoi pas 10. Aujourd'hui, nous comptons en base 10, basée sur nos 10 doigts. C'est l'évolution la plus naturelle. Pourtant, les Sumériens et les Babyloniens, ces premiers peuples post-diluviens, utilisaient obsessionnellement la base 60. Pourquoi ? C'est une question que l'Académie ne parvient à expliquer qu'avec des termes vagues. Mais la réponse est terrifiante de précision. La base 60 n'est pas terrestre. C'est la base de la sphère céleste. Réfléchissez à ce que la base 60 a donné à l'humanité, un héritage que nous utilisons encore aujourd'hui. Le cercle est divisé en 360 degrés, 6 fois 60. L'heure est divisée en 60 minutes. La minute est divisée en 60 secondes. Ce système n'est pas conçu pour l'agriculture ou le commerce local. Il est conçu pour cartographier et diviser l'espace et le temps avec une précision absolue. Il est idéal pour l'astronomie. C'est la première ligne du manuel de navigation des Anunnaki, un code laissé dans notre mathématique pour nous permettre, si nous nous réveillons un jour, de comprendre où nous sommes dans le cosmos, la preuve cosmique, le cycle de la précession. Mais l'anomalie la plus profonde réside dans le lien entre la base 60 et le cycle astronomique le plus long et le plus lent connu, la précession des équinoxes. La précession est le mouvement de la Terre, qui la fait vaciller lentement sur son axe, un peu comme une toupie mourante. Il faut 25 920 ans pour que ce cycle soit complet. C'est une durée qui dépasse l'entendement de toute civilisation primitive. Comment les Sumériens, à l'aube de l'histoire,
pouvait-il être conscient d'un cycle qui prend des centaines de générations à se terminer? La réponse est que le nombre 25 920 est intrinsèquement lié à la base 60. C'est un multiple parfait, 25 920, 60 airtime, 60 airtimes, 60 airtimes, 0.12. Plus simplement, le cycle de précession est l'unité de temps des Anunnaki, le grand cycle cosmique qu'ils utilisaient pour déterminer le moment des passages de Nibiru. En nous donnant la base 60, ils nous ont, sans le dire, donné la clé pour décoder le temps profond de l'univers. Ils nous ont donné leur horloge maîtresse, le sens caché, la technologie de l'étoile. Ce système est le langage des dieux. C'est la preuve que les Anunnaki opéraient avec une conscience du temps et de l'espace à une échelle non humaine. Ils n'étaient pas des adorateurs d'étoiles, ils étaient des utilisateurs d'étoiles. L'alignement des pyramides sur les constellations, la division du temps en segments soixantaux, tout cela n'est pas de la coïncidence culturelle. C'est l'empreinte technologique d'êtres qui utilisaient des cartes et des coordonnées célestes complexes pour atterrir, extraire l'or et s'assurer que leurs installations terrestres étaient parfaitement synchronisées avec leur planète d'origine. Les connaissances des Apkallu étaient un kit de maintenance pour les humains, leur permettant de maintenir une civilisation capable d'extraire l'or pour le compte de ses maîtres cosmiques. La prochaine conspiration, le coup de grâce. Nous avons maintenant les textes, la génétique et les preuves physiques et mathématiques. Mais pourquoi, si toutes ces preuves sont si claires, l'histoire ne nous est-elle pas enseignée? Pourquoi le Weld-Blundell prisme est-il relégué à une note de bas de page? Pourquoi Zahi Hawass et les archéologues du consensus se battent-ils avec une violence idéologique aussi féroce pour maintenir la chronologie classique? Il y a une raison politique, un jeu de pouvoir terrestre qui bénéficie de notre amnésie forcée. Le prochain chapitre va plonger dans le monde sombre de la conspiration académique et la suppression du dogme. Nous allons identifier les gardiens du récit et comprendre pourquoi ils tentent de fermer le débat pour toujours. Nous avons le procès verbal, des règnes de 200 000 ans sur l'argile du Weld-Blundell prisme. Nous avons l'arme du crime, les blocs de 1200 tonnes de Baalbek et la précision impossible de Gizeh. Nous avons le mobile, l'extraction de l'or. Et nous avons le code, la mathématique céleste de la base 60. Mais si l'évidence est si massive, si interconnectée, pourquoi ce récit reste-t-il dans les marges de la connaissance, relégué au statut de pseudo-science? La réponse est simple et terrifiante, parce qu'il existe des gardiens qui sont payés, autorisés et financés pour s'assurer que vous n'ouvriez jamais ce dossier. Nous parlons de la conspiration académique, la figure de l'autorité, le mur du refus. Pendant des décennies, l'archéologie et l'égyptologie ont été dirigées par des figures qui agissent moins comme des chercheurs et plus comme des fermetures de débat. Ils incarnent le verrouillage dogmatique de la chronologie. Pensez à la figure du docteur Zahi Hawass. Pendant des années, l'homme a agi comme le souverain incontesté des secrets égyptiens. Son rôle n'était pas d'explorer de nouvelles possibilités, mais d'éradiquer les anomalies. Ses déclarations publiques sont claires, la pyramide est la tombe de Khéops, point final. Il n'y a pas de chambre secrète. Le débat est clos. Ce n'est pas de la science, c'est de l'intimidation idéologique. Pourquoi cette résistance si féroce? Pourquoi la peur de la vérité sur la création non humaine, l'enjeu suprême, la rupture du monopole du pouvoir? Le secret doit être maintenu, car si l'humanité accepte que sa civilisation lui a été donnée par des êtres extérieurs, cela détruit le mythe de l'autocréation, choc existentiel et perte de contrôle. L'idée que nous sommes le fruit d'une expérimentation génétique et non les maîtres de notre propre évolution sème le chaos dans l'esprit collectif. Elle nous réduit à notre statut initial, celui d'un projet de travailleur. Destruction des fondements,
Accepter la longévité de 240 000 ans des rois Anunnaki non seulement ruine l'archéologie, mais déchire la chronologie religieuse qui repose sur une création datant de 6 000 ans. Les institutions, qu'elles soient scientifiques ou théologiques, s'effondreraient. Le secret de l'énergie et de la technologie, si les Anunnaki ont laissé derrière eux des outils, les pyramides, Baalbek. Cela signifie qu'il existe des technologies de puissance que les élites terrestres actuelles n'ont pas encore récupérées ou qu'elles s'efforcent de garder hors de la portée du public. L'accès à une énergie illimitée ou à une technologie antigravité changerait la structure du pouvoir mondial en un seul jour. Les gardiens ne protègent pas la science. Ils protègent une structure de contrôle qui bénéficie de notre amnésie, la suppression, l'effacement des voix. Ceux qui osent défier ce dogme, comme l'ont fait Zecharia Sitchin ou Graham Hancock, sont ridiculisés, marginalisés et exclus des lieux de fouille. Leur travail est traité non pas comme une théorie alternative, mais comme une hérésie à éradiquer. L'histoire est devenue un enregistrement corporatif, un dossier verrouillé par ceux qui veulent maintenir le narratif de la monoculture. L'idée que nous avons lentement et laborieusement tout inventé nous-mêmes. C'est une histoire qui vous maintient petit, ignorant et contrôlable. Chaque fois qu'une nouvelle datation de la Sphinx suggère une érosion par l'eau, un événement qui remonterait à plus de 12 000 ans, la machine académique se met en marche pour discréditer la géologie, pour maintenir le Sphinx dans la petite boîte du règne de Khéphren. Ils ne peuvent pas accepter l'eau, car l'eau est synonyme du déluge, et le déluge est synonyme de la réinitialisation des Anunnaki. Le grand défi, la vérité est un choix. Vous, l'auditeur, êtes désormais au courant. Vous êtes un admis au secret. Vous avez vu les preuves que l'humanité est le fruit d'une ingénierie génétique, et que le secret est activement dissimulé par ceux qui détiennent le monopole de l'histoire. Mais l'histoire n'est pas terminée. Malgré la purge, malgré la réduction de notre durée de vie, malgré la suppression du savoir, quelque chose de l'essence d'Enki, le Temu, est resté. Nous, l'humanité, continuons à regarder le ciel, à poser des questions, à développer la technologie et à nous demander d'où viennent les objets volants qui défient notre physique. Notre dernier chapitre est une réflexion sur le présent. Sommes-nous encore le projet de travailleurs? Les Anunnaki sont-ils partis ou sont-ils simplement en train de nous observer, silencieusement, attendant de voir si leur expérience génétique va enfin se libérer ou si elle va s'autodétruire? Nous arrivons à la fin de notre voyage, mais non à la fin de l'histoire. Nous avons déchiffré le Weld-Blundell prisme comme un rapport de non-humains. Nous avons vu le sang mêlé des Néphilim qui a forcé une purge mondiale. Nous avons touché les pierres impossibles qui sont la preuve d'une technologie supérieure. Et nous avons nommé les gardiens qui tentent de nous forcer à l'amnésie. La question finale n'est pas « qui était-il ?», mais « où sommes-nous » ? Sommes-nous toujours le projet Lulu, le bétail génétique créé pour extraire une ressource vitale? La réponse, si vous êtes honnête, est profondément troublante. Oui. Le cycle de l'observation, le silence après la réinitialisation. Après le déluge, l'ordre a été rétabli, mais l'humanité a continué d'avancer, guidée par les miettes de savoir laissées par Enki et les Apkallu. Nous avons reçu un Temu si puissant qu'il a permis l'invention, la science et l'ambition. L'histoire moderne, avec ses observations d'objets volants non identifiés dans nos cieux, avec le secret que les gouvernements s'efforcent de maintenir autour de ces phénomènes, c'est la preuve que les Anunnaki, ou leurs descendants, ou une autre race d'ingénieurs cosmiques, n'ont jamais vraiment quitté la planète. Ils sont les veilleurs modernes. Ils ne sont plus en train de creuser l'or, car ils l'ont peut-être déjà extrait. Ils sont désormais en train de surveiller leur expérience. La rapidité avec laquelle nous sommes passés de l'âge de la pierre à l'âge du silicium en seulement quelques millénaires est une anomalie évolutive.
C'est le signe que le code génétique, le fantôme dans notre machine, que le sang de Gestu-E nous a donné, continue de nous pousser vers l'avant, vers un destin que nos créateurs n'avaient pas entièrement prévu. Nous sommes le facteur incontrôlable de l'équation cosmique, le grand défi existentiel, votre rôle. Le plus grand secret que les élites terrestres veulent vous cacher est que si l'humanité est une création, alors il y a des créateurs qui sont, par définition, supérieurs. Et cela détruit tous les systèmes de foi, d'argent et de pouvoir que nous connaissons. Mais vous avez le choix. Vous pouvez accepter la version rassurante, plate et stérile que l'on vous offre. Ou vous pouvez accepter la vérité dangereuse, que nous sommes des hybrides, porteurs du sang des dieux et de la boue terrestre, et que notre véritable histoire est celle d'une guerre corporative intergalactique dont nous sommes le produit. Cette histoire ne doit pas vous faire peur, elle doit vous donner la force, car si vous êtes le produit d'une ingénierie, alors vous avez en vous le potentiel de vos ingénieurs, vous avez le TEMU, conclusion et appel à l'action intégrée. Le mystère perdure, non pas par accident, mais par sa délicieuse et éternelle volonté de ne pas être résolu. C'est ce mystère, cette soif de vérité que l'on nous a volée, qui nous rassemble ici, sur l'historien inexploré. J'ai posé les faits, j'ai déterré les textes, j'ai défié les gardiens du dogme. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si cette plongée dans les archives des Anunnaki a brisé les chaînes de votre perception, si elle a confirmé que l'histoire que l'on vous a contée est fondamentalement erronée, alors nous devons amplifier cette vérité. Votre interaction est le seul véritable défi au dogme. Faites-moi savoir, dans les commentaires ci-dessous, quel fragment de la vérité Anunnaki vous semble le plus irréfutable. Est-ce la durée des règnes sur le Weld-Blundell prisme? Est-ce le poids insensé du trilitton de Baalbek? Ou est-ce la preuve génétique de notre statut de Lulu? Laissez votre marque. Si vous êtes prêt à continuer à explorer ces vérités qui ont été supprimées, silenciées et enterrées, alors assurez-vous de vous abonner à l'historien inexploré. Rejoignez les guerriers de la connaissance. Ce n'est pas une fin, c'est le début de votre réveil.